では集合まで各地に散ってもらうが、特に探してほしい3人の侍がいる。見つかれば100人力、川松、阿修羅童子、伝次郎、かつて我らと同じくおでん様に仕えた侍。行くぞ。ここに集いし同志たち。撃つべきは四皇カイドウ、憎むべき将軍黒住オロチ。時は2週間後、火祭りの夜。カイドウの住む鬼ヶ島へ討ち入りを決行いたす。Ça y est, tout est raconté, et alors que le monde entier se prépare à la guerre, il restait un dernier rôle, un dernier acteur attendant de monter sur scène. L'abnégation d'un homme qui va courber l'échine devant celui qui a tué son maître, sans cesse à genoux, suppliant, jusqu'à ce que, les cheveux plus qu'en avant qu'en arrière, transformèrent la queue de cheval en coupe de yakuza. Un véritable mental d'acier et une intelligence sans faille pour se retenir de tuer son pire ennemi et éviter le retour du dragon. Attendre le bon moment et se retenir pendant 20 ans, attendre la venue de celui qui, après la nuit sans fin, apportera une aube nouvelle sur le monde. Miwatase ya senu, sore ga sekai da. Momonosuke. Omae no chichi wa Baka Tono da. Deux phrases déjà présentées il y a des années à Zo au chapitre 819 par un auteur qui prouve une nouvelle fois son habileté à construire des histoires fleuves, créant chez les lecteurs des souvenirs en nous représentant ceux du petit garçon tout fragile face à la plus grande et puissante créature du monde. Le discours du jeune seigneur au chapitre 819 prend ici tout son sens. Je veux devenir un adulte grand et fort, mais je suis trop petit. Un message très fort d'un mangaka qui, comme chez Tolkien, voudrait nous montrer que les plus petites et insignifiantes des choses mènent au triomphe. Là est la poésie de Wano Kuni et l'erreur de l'empereur. Montrer le courage de Momonosuke venant de perdre son père et Kaido sous-estimant la lignée, ne prenant même pas le temps de l'achever lui-même. Nous avons ici le point de rupture. C'est à ce moment-là, dans un élan d'ultime courage, tel un soldat de la marine en pleine guerre faisant face à son supérieur prêt à mourir, et comme ce jeune garçon voulant venger son père, gagnant quelques secondes, faisant naître une lumière, oui, c'est à ce moment-là que commence l'espoir. Ainsi, Eiichiro Oda nous offre en 15 pages la définition certes du drame, mais aussi de l'espoir, peignant les sentiments de chaque acteur du récit, se souvenant de celui qu'ils viennent de perdre, courant vers le château et nous laissant apercevoir pour la première fois depuis 300 chapitres le Kitsune Biryu de Kinemon, technique de renard de feu utilisée seulement à Punk Hazard. Une nuit nous faisant passer par une multitude d'émotions, la haine envers un Kaido trop sûr de lui, l'empathie envers tous les fourreaux rouges tombant au combat, l'espoir grâce à un Momonosuke courageux et la prophétie de Toki, la mélancolie avec les derniers dessins d'Oden et d'Iori, cette dernière nous donnant enfin une explication quant à la raison du port de son masque de Kitsune. Nous le disions il y a plus d'un an, Komurasaki sous son masque devait pleurer et le temps d'un morceau de shamisen, abandonner son rôle de Komurasaki et redevenir Iori Kuzuki, seul moment de répit caché sous son masque, lui laissant le temps de jouer le morceau qu'Oden lui a demandé pour ses funérailles, celui de la princesse de la lune. Forte signification tant le nom de famille de son père signifie lune claire et celui de sa mère lune céleste, expliquant alors l'interrogation de la cour d'Orochi au chapitre 932. Il est maintenant presque certain qu'à la fin de l'arc de Wano Kuni aient lieu les funérailles d'Oden Kuzuki, et pour la première fois, Iori enlèverait son masque, pouvant enfin être elle-même, libre, pleurant et jouant la princesse de la lune pour son père.
Une nostalgie donc très forte, mais aussi un mépris envers Orochi n'arrivant plus à se réchauffer, son corps entier parcouru par les frissons de peur naissante, ayant entendu la dite prophétie, sachant au fond de lui qu'il ne lui reste plus que 20 ans à vivre. Le tout servi dans une parfaite ironie, le shogun essayant de se réchauffer dans un bain bouillant après avoir exécuté son ennemi de la même façon. Mais comme disait Yasue Shimotsuki avant de nous quitter, petit par la taille comme par l'esprit, jamais tu n'arriveras à la cheville d'Oden, n'eût-il jamais mangé de sa vie. Un Oden Kuzuki se présentant plus que jamais comme une légende. Son mythe a déjà commencé, nous offrant les dernières informations cruciales sur le lien entre les Kuzuki et Zo, une amitié dite au chapitre 963 vieille de centaines d'années. Quelle que soit la menace et d'où qu'elle provienne, ils y feraient face ensemble côte à côte, tissant ici le lien indestructible d'un homme avec son chien, la fidélité de l'animal et l'amour du maître, métaphore et symbole très puissant au Japon, transmise par l'histoire vraie d'Hachiko ayant attendu son maître mort tous les jours à la gare durant des années et possédant aujourd'hui sa propre statue à Shibuya, quartier le plus fréquenté de Tokyo. Kuzuki et Minx, deux peuples amis séparés sûrement il y a 800 ans lors de la prise de pouvoir du gouvernement mondial et où l'ordre de marcher éternellement à Zunesha a été donné. En effet, jusqu'à ce que quelqu'un puisse lui donner l'ordre d'arrêter, l'éléphant millénaire ne le fera jamais, et cela depuis le siècle oublié. Il est donc important à noter qu'au chapitre 967 comme au chapitre 821, Oden et Roger, comme Momonosuke et Luffy, ressentent Zunesha et sa douleur, et entendent ainsi la voix de toute chose. Mais alors que Oden et Roger ne pouvaient que ressentir, Luffy qu'entendre, Momonosuke lui arrive à prendre la vision de Zunesha et à lui commander. Preuve du lien ancestral entre Kuzuki et Di. Alors qu'Oden ne porte pas un Di, il meurt comme s'il en était un. Et alors que Momonosuke n'en est pas un, arrive pourtant à entendre la voix de toute chose. Roger, Luffy, Oden, Momo perpétuent ainsi ce lien et renforcent leur opposition au gouvernement mondial, apeurés par cette mystérieuse initiale. Et alors que l'auteur nous annonce l'importance du peuple Minx, nous avons enfin droit à leur véritable dispute, se déroulant sur le chemin de Coolie comme déjà indiqué par Oda au chapitre 920. La fidélité du chien ne pardonne pas à la fierté du chat, accusant ce dernier d'avoir incité Orochi à transformer la sentence d'Oden en exécution par balle, après la victoire du samouraï sur l'huile bouillante. Oui, une dispute puérile, une dispute inutile et stupide, mais en proie à la psychose. Kaido a gagné, semant la graine de la culpabilité et du doute chez les fourreaux rouges. Oden est mort à cause de vous, car parmi vous, il y a un traître. Un contexte qui rend cette dispute importante. Un frère ici accuse l'autre de patricide. Les deux arrêtés par la première apparition chronologique des Numbers, monstre toujours en silhouette et originaire d'Onigashima. Nous savons maintenant qu'ils étaient déjà là il y a 20 ans, mais pas avant, expliquant les paroles de Kaido au chapitre 970, avouant qu'il n'avait pas encore tous ses hommes sous ses ordres. Ainsi, tous les fourreaux rouges tombent un à un, et des tombes sont dressées sur le château en cendres, détruits par les flammes initiées par la calamité King. Le mangaka en profite pour boucler toutes les boucles, représentant l'histoire de Kawamatsu comme déjà dessinée au chapitre 939, ou le voyage dans le temps du chapitre 920. Voilà. Tout est dit, la tristesse, la fatigue, la peur, l'angoisse, le mépris, la mélancolie et la nostalgie. Il ne reste alors plus que la colère. Quelle puissance plastique que ce dessin de rage d'un homme qui va hurler sa haine et serrer les dents durant des années jusqu'à déformer son propre visage. Une inspiration directe de l'Ikiryo du folklore japonais où quand une personne se fait consumer par la haine, la rage et la douleur, se voit transformer son âme en Ikiryo, cherchant une seule chose, la vengeance. Une manifestation de l'âme qui va jusqu'à même transformer le corps. Denjiro est mort pour laisser place à Kyoshiro. Et c'est avec surprise que nous constatons que nous avions déjà abordé le sujet de changement de visage de Denjiro et surtout du style graphique d'Oda concernant le personnage de Kyoshiro mais aussi de Otsuru. Est-ce que elle aussi n'aurait pas fait un pacte avec le démon de la colère, métaphore bien sûr du non-deuil, pensant avoir perdu son mari, folle de rage et à l'instar de Denjiro se serait réfugiée loin et seule, se laissant ronger par la haine et transformant son visage. Expliquant alors pourquoi ce sont les seuls de tout le pays à avoir ce style de peinture japonaise féodale.
Denjiro se sera laissé consumer par la haine dans le sanctuaire d'Enma, déjà aperçu au chapitre 950, où comme lui, 20 ans plus tard, Roronoa Zoro fera la promesse d'éliminer Kurozumi Orochi, comme si ce temple caché au fin fond de la forêt était habité par un démon, celui de la colère. Magnifique parallèle entre les deux épéistes ayant pourtant le même but mais qui se sont affrontés lors de l'exécution de Yasue, Kyoshiro empêchant Zoro de tuer Orochi. Une question se pose alors, pourquoi Denjiro n'a-t-il pas suivi la révolution à ce moment-là? Tout simplement car tout devait faire partie du même plan qui n'est pas encore terminé. L'heure n'était pas encore venue. Rappelez-vous, au chapitre 941, Tonoyasu se retrouve capturé sans aucune explication, si ce n'est nous avons capturé Ushimitsu, le roi des pauvres. Yasue, au courant pour Denjiro, aurait pu très bien lui demander de le capturer, protégeant ainsi la véritable identité d'Ushimitsu et le tract de la révolution jusqu'au bout, faisant de lui le martyr par excellence. Il est donc très intéressant de relire le chapitre 944 et découvrir la découpe d'Eiichiro Oda lorsque Zoro attaque Kyoshiro. Nous retrouvons Iori face à la plus compliquée des situations, face aux deux hommes qui lui ont sauvé la vie et qui se battent pourtant pour la même cause, en train de s'affronter. Yasue devait être complice de Denjiro en connaissant sa véritable identité. Laisse-moi mourir et attends qu'Orochi aille fêter le festival du feu chez Kaido pour prendre contrôle du pays et rejoindre la résistance. Voilà pourquoi au chapitre 958, Fukurokuju, chef des Oniwaban, en route pour Onigashima déclare « Cette fois, c'est Kyoshiro qui va garder la capitale, saluez-le de ma part ». Tout s'emboîte parfaitement et alors que l'ennemi est confiant, le somnolent va bientôt pouvoir révéler sa véritable identité à ses amis en les aidant à prendre contrôle du pays et à saboter le festival du feu. Alors qu'Orochi, au chapitre 959, était persuadé d'avoir détruit la résistance, détruisant tous les ponts, sauf ceux menant à la capitale. Là sera maintenant le bastion de la révolution, un plan mûrement réfléchi et qui serait maintenant terminé. Tel Shutenmaru pour Ashura Doji, le bandit redevenu samouraï, Kyoshiro pour Denjiro, le Yakuza redeviendra samouraï. C'est pourquoi nous pensons que l'acte 3, arrivant sur sa fin, amènera avec lui les chapitres post-acte sur le reste du monde, comme celui de Barbe Noire pour l'acte 1er et ceux des Shichibukai et Prime des légendes pour le deuxième acte. Ceux de l'acte 3 pourraient représenter la suite de Nekomamushi et de Marco. Ainsi, les fourreaux rouges seraient enfin réunis. Alors qu'il y a plus d'un an, nous évoquions notre vision de l'écriture d'Oda pour Wano, créant un théâtre des illusions où chaque personnage cache une deuxième identité portant ainsi des masques, nous sommes fiers que jusqu'au bout cette dernière se sera révélée juste. Absolument tous les personnages de Wano auront caché une deuxième identité jusque-là, passant du masque du bouffon, du kitsune, du tengu, de l'oni à la courtisane, nous avons aujourd'hui celui de la colère. En recueillant Iori, Denjiro n'a pas prostitué la fille de son maître, bien au contraire, c'est grâce à cela que personne n'a jamais pu la toucher. Ainsi, le rôle d'Waranko Murasaki, première courtisane du pays, reste un masque pour Iori, qui protégée par Kawamatsu, puis par Denjiro, n'aura jamais été touché par qui que ce soit. Qu'est-ce que j'adore ces personnages, ces fourreaux rouges, leur amour, leur folie, leur loyauté, leur cœur, leur force, leur courage, leur esprit, leur histoire, leur âme. Eiichiro Oda aura toujours été fort pour écrire des personnages touchants, mais j'aurais rarement été aussi touché que par une case de Kawamatsu totalement angoissée d'avoir perdu la fille de sa propre figure paternelle. Comme des grands frères cherchant à protéger leur petite sœur et leur petit frère du danger. Mais alors, est-ce que Kyoshiro, en plus d'Iori, n'aurait pas sauvé Otoko ? Fille de Yasue Shimotsuki et donc opposant au régime totalitaire d'Orochi comme Iori, Kyoshiro a dû proposer de la prendre elle aussi sous son aile en la faisant devenir la Kamuro et donc l'assistante de Kumurasaki, faisant de Denjiro le Schindler de Wano et un des plus importants acteurs de la résistance car protecteur des deux filles de daimyo et donc clairement du futur du pays. C'est pourquoi il est aussi possible que lorsque Toko est venu chez Kyoshiro, prit sa place d'Ushimitsu, expliquant pourquoi dans le présent il est perçu comme un jeune garçon et surtout donnant de l'argent à Ibizu, village de son père. Voilà pourquoi Kyoshiro tenait tant que ça à tuer Kumurasaki, cachant le tract de la révolution au chapitre 933 et prouvant que son cœur est toujours chez les Kuzuki.
Ainsi, comme présenté au chapitre 944, Denjiro n'a pas menti et pourrait continuer à faire le chien de garde du véritable shogun. Toi, la lune qui ne connaît pas l'aurore, puisse ton vœu se réaliser et tes 9 ombres emporter cette nuit de 20 ans vers une aube étincelante. Une prophétie et un accord tacite entre une femme et son mari qui étrangement ne pouvaient pas se révéler leur véritable mission. Oden comme Toki attendaient la même personne, attendaient la venue de Joe Boy. Toki Amatsuki, habitante de Wano Kuni lorsque ce dernier portait encore le nom de Pays Doré, a dû voyager dans le temps lorsque le gouvernement mondial prit le pouvoir il y a 800 ans, juste avant que commence le siècle oublié. Détentrice d'une mission, Toki voyagea 800 ans dans le futur pour retrouver Joe Boy et ouvrir les frontières pour l'accueillir. Seulement, cette dernière, arrivée comme Roger trop tôt, s'est perdue. En effet, ce n'était pas 800 ans, mais 820 ans. Celui qui viendra ouvrir les frontières de Wano Kuni et faire naître une aube nouvelle sur le monde ne sera là que dans 20 ans, laissant à la nuit le temps de s'installer. Une nuit sans fin qui fera oublier à la lune l'aurore, et obligera les acteurs du récit à attendre cette dernière. Car après l'obscurité de la nuit vient toujours l'aube, une aube nouvelle et étincelante, celle d'une grande aventure.